Voilà, c'est à moi. Voilà, ça y est, deuxième partie de Territoire d'info avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision et les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires dans tout l'Hexagone. Et c'est avec TV5 Monde que nous recevons également ce matin Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Philippe Martinez, bonjour. Vous vous interrogez à mes côtés, Oriane Mancini, spécialiste politique à Public Sénat, bonjour. Bonjour. Oriane, merci d'être avec nous. Et Patrice Moyon du plus grand quotidien français, Ouest France. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous représentez la presse quotidienne régionale sur ce plateau. Presse quotidienne régionale qui va rediffuser cette interview en vidéo sur ses sites à partir de 10h30 ce matin, Philippe Martinez. On démarre avec l'actualité. Emmanuel Macron, pendant 5 heures, devant les jeunes hier. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent aujourd'hui et qui pensent qu'Emmanuel Macron est en campagne électorale pour lui-même ? En tout cas, on le voit beaucoup et longtemps sur les écrans, dans des lieux publics, enfin, en tout cas lieux publics fermés quand même. Hier, il a discuté. Il a répondu, ça faisait un peu salle de classe. Il a répondu. 5 heures. Oui, 5 heures. Oui, c'est des cours qui durent longtemps à des jeunes. Moi, ce que je veux dire, c'est que les jeunes, il était temps qu'ils s'en occupent parce que depuis qu'ils s'en occupent, on a eu Parcoursup, on a eu la réforme du bac, on a eu la réforme des lycées pro. On a cette image de jeunes à genoux, les mains dans le dos, menottés par la police. Ça, c'est l'image du gouvernement qui s'occupe des jeunes. Alors effectivement, c'est plus, hier, mais c'était le cas aussi pour des élus, c'est plus le professeur qui explique sa politique à des élèves qu'un vrai... C'est-à-dire qu'il parle beaucoup, mais il n'entend pas. Non, c'est-à-dire qu'un débat, c'est... Il n'y a pas de débat pour vous, c'est ça ? Vous savez, un débat, c'est pas je pose une question et je réponds sans contradicteur. Or, les débats menés par le président de la République, c'est ça. Nous, on est pour des débats où on a des contradictions. D'ailleurs, j'ai pas écouté tout le temps, mais enfin, j'ai entendu quelques contre-vérités, par exemple, sur la place du thermique dans notre pays. Quand on sait qu'il n'y a que 3 centrales à charbon en France, qu'elles ne servent que pour assumer les pics de consommation. D'ailleurs, heureusement qu'elles étaient là il y a peu de temps, parce que sinon, une partie de notre pays, plutôt à l'ouest, n'aurait pas eu d'électricité. Vous voyez. Donc un débat, c'est pas je pose ma question et j'écoute le professeur. Mais les jeunes vont faire leur expérience. Nous, on l'a faite, l'expérience. On a eu l'occasion de discuter avec le président de la République. Il nous a dit « je vous écoute, je vais changer ». Et puis, vous pouvez faire le constat avec moi que pas grand-chose n'a changé. En même temps, quand vous êtes convié à participer à des discussions, notamment cette semaine, à Matignon, où les syndicats devaient être reçus par Édouard Philippe, vous n'y allez pas ? Non, attendez. Est-ce que la politique de la chaise vide, c'est la bonne solution, Philippe Martinez ? Attendez. Le 10 décembre, reprenons les choses dans leur cours normal. Le 10 décembre, on a été à l'Élysée, vous vous en rappelez ? C'est la première fois que j'assistais à un conseil des ministres. Ils étaient tous là. Qu'est-ce qu'il a dit, le président de la République ? Il a dit « allez-y, je vous écoute ». Parce que vous allez voir, je vais prendre en compte un certain nombre de choses. C'était le 10 décembre. La CGT était là. Vous avez les images, je suppose. Je l'ai écouté le 31 décembre. Comme vous, qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne change rien, j'ai été élu sur un programme. C'est la 4e fois qu'il nous fait le coup. 4e fois. Qui nous dit, je vais changer, je vais vous écouter, les syndicats, c'est important. Ça suffit, quoi. Et donc, la semaine dernière, on a été conviés à Matignon. L'objet de la réunion, c'était on va vous expliquer où on en est du grand débat national. C'est-à-dire vous vous asseyez, vous nous écoutez et vous rentrez chez vous. Alors justement, voilà. À la CGT, vous avez décidé de vous exprimer plutôt dans la rue. En lançant les mardis de l'urgence sociale, il y avait une manifestation justement la première mardi. Dans ce cadre-là, 140 000 manifestants. Est-ce que vous considérez que c'est un échec ? Pas du tout. Donc il y a eu 170 manifestations, pas une. 170 manifestations. Il y en a eu beaucoup dans l'Ouest. 300 000 manifestants. 140 000 selon le ministère de l'Intérieur. Oui, moi je connais les chiffres de la CGT. 300 000. Il y a eu des grèves. Et vous le savez bien, dans les entreprises. Et ceux qui font grève ne vont pas tous en manifestation. C'est l'expression d'une colère qu'on retrouve
le samedi, qu'on retrouve sur les ronds-points. Mais justement, sur les Gilets jaunes, vous aviez exprimé vos réserves au départ. Maintenant, vous appelez à une convergence. Comment expliquer aujourd'hui cette... Je suis toujours obligé de vous rappeler un certain nombre de choses. Mais faites-le. Mais on est là pour ça. Il est d'accord. Effectivement, lors du lancement de ce mouvement, nous avons eu 2 réserves. La nature de la revendication, parce que je vous rappelle que le 17 novembre, enfin tout ce qui a précédé le 17 novembre, c'était uniquement contre la taxe, l'augmentation de la taxe sur les produits pétroliers. Et on a entendu le MEDEF, et vous les avez entendus aussi, dire oui, mais c'est même toutes les taxes parce que les charges sociales sont... Vous n'imaginez pas la CGT se mobiliser pour la suppression des cotisations sociales. C'est impensable. La deuxième réserve, c'est la nature d'un certain nombre de gilets jaunes et leurs propos. Et vous avez aussi vu des images, même si c'est marginal, de gilets jaunes qui ont livré des migrants à la police. Vous vous en souvenez ? Vous imaginez la CGT défiler à côté de ces gens-là ? C'est impossible. Alors pourquoi est-ce que vous dites aujourd'hui avec les Gilets jaunes ? Ce mouvement, il a évolué, et vous le savez bien. On a vu fleurir sur des ronds-points et le samedi des banderoles augmentation du SMIC. Ça, vous avez dû en voir aussi des banderoles dans les manifestations de la CGT. Justice fiscale, service public, c'est des revendications sociales. Et donc nous avons dit dès le 30 novembre, publiquement, partout où c'est possible, le 30 novembre, partout où c'est possible, il y a des possibilités de convergence. Et on a appris à se connaître et ça donne aujourd'hui, depuis maintenant quelques semaines, des mobilisations partout où c'est possible, ensemble, avec certains gilets jaunes, une majorité, mais pas tous. Sur l'issue de ce grand débat, puisqu'il en a été beaucoup question cette semaine, pour vous, quelle doit être l'issue de ce grand débat ? Est-ce que le référendum, pour vous, c'est une bonne solution ? C'est la solution ? Écoutez, la notion de grand débat, on vient de l'évoquer. Si c'est je pose ma question et le professeur répond... Alors, il y a des Français qui participent à ce grand débat. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Non, mais c'est sur la façon de débattre. Enfin, là, nous débattons, là. Ouais, c'est pas... donc... C'est la forme, au fond, qui vous pose problème. Oui, c'est la forme. Oui, parce que ce n'est pas un débat. Mais je comprends que par exemple, les jeunes hier, ils doivent être contents de pouvoir enfin discuter avec le président de la République, qui n'est quand même pas très accessible. Mais sur l'issue, alors, est-ce que ça doit passer par vous, les conclusions de ce grand débat ? Mais l'issue, nous à la CGT, les revendications, elles sont claires. On peut continuer à en discuter, mais elles sont claires. Salaire, pouvoir d'achat, pension, minima sociaux. Quelle réponse ? Justice fiscale, impôt sur la fortune, TVA, baisse ou suppression de la TVA pour les produits de première nécessité. C'est clair. Services publics, est-ce qu'on les ferme ou est-ce qu'on ouvre des services publics et on met des fonctionnaires pour s'occuper de ces services publics ? Le référendum, c'est quoi la question ? Non, mais quelle est la question ? Il y a peut-être des questions à choix multiples, mais juste sur la forme. Écoutez, est-ce qu'au moment des conclusions du grand débat, vous dites à Emmanuel Macron, il va falloir faire avec les syndicats, il va falloir réunir les syndicats pour travailler aux conclusions de ce grand débat ? Premièrement, est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'un référendum ? Est-ce que les questions ne sont pas déjà assez claires ? Donc maintenant, c'est les réponses qu'il faut. Deuxièmement... Donc le référendum ne sert à rien pour vous ? En tout cas, sur une partie des questions qui sont posées, il y a besoin de réponses, pas de nouvelles questions. Et puis la deuxième chose, c'est les syndicats... depuis le début de son quinquennat, mais c'était déjà le cas avant, il dit ça ne sert à rien. Bon, eh bien, nous considérons toujours, et il y a un certain nombre de Français aussi, qui considèrent que ça sert à quelque chose dans les entreprises, au niveau des branches, au niveau national. Alors, puisque vous évoquez les syndicats, justement, la France a l'un des taux de syndicalisation parmi les plus faibles. Oui. Et pourquoi vous ne reposez jamais ça aux politiques ? Le taux d'adhérents dans les partis politiques, il est 10 fois plus faible que le taux d'adhésion à la CGT, le taux d'adhérents. Vous leur posez la question de leur légitimité. Je crois qu'on a déjà évoqué sur ce plateau. Quand un député de la France, comme ce fut le cas à Évry, est élu avec 12% des inscrits, 15% des inscrits, est-ce que vous avez remis en cause sa légitimité ? Et pourtant, il siège à l'Assemblée nationale. Philippe Martinez, l'invité de Territoire d'Info, le secrétaire général de la CGT. La loi anti-casseurs, votée à l'Assemblée nationale, est-ce que pour vous, cette loi, est-ce qu'il y a un problème de liberté publique lié à cette loi ? C'est évident.
Est-ce que ça peut vous empêcher d'organiser des manifestations ? C'est évident. Ça peut vous empêcher d'organiser des manifestations, vous dites ? Mais certains ont déjà essayé de le faire, chère madame. Vous vous rappelez, M. Valls, ça fait pas longtemps qu'il était Premier ministre, 2 ans. Eh bien, il a essayé d'empêcher la tenue d'une manifestation à caractère social. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette loi ? Premièrement, tout pouvoir au préfet. Et d'ailleurs, à Lyon, lundi dernier, un jour avant la manifestation, le préfet voulait décider tout seul, alors qu'il y avait eu une discussion avec les syndicats, de changer le parcours de la manifestation. Vous vous rendez compte, un jour avant, alors que les tracts ont été diffusés, le lieu de rendez-vous, et bien un jour avant, le préfet décide unilatéralement de changer le parcours de la manifestation. C'est ça. Pour quel motif ? Des raisons de sécurité, c'est ça ? Il a décidé tout seul, point. Et c'est ça la loi. C'est l'État, par l'intermédiaire des préfets, peut décider arbitrairement, sans explication, d'interdire. C'est aussi l'accès aux manifestations. Voilà. C'est sur quels critères on va interdire à quelqu'un d'accéder à la manifestation ? On va considérer qu'un badge, c'est une arme dangereuse, une banderole, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc c'est une loi liberticide qui veut limiter la possibilité de manifester, d'exprimer des points de vue dans la rue. Toujours à l'agenda de cette semaine, le Sénat a terminé hier l'examen de la loi Pacte. Et les sénateurs de droite et de gauche se sont unis pour demander que la Française des Jeux et l'aéroport de Paris ne soient pas privatisés. Est-ce que vous saluez ce vote ? Quand des biens publics qui sont utiles ne sont pas privatisés, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que tout ce qui s'est passé autour des autoroutes a contribué à ce que on évite de renouveler ce genre d'erreur, parce que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que la privatisation des autoroutes, c'est une bonne chose pour les sociétés privées, parce que vous savez que les bénéfices augmentent, et que c'est une moins bonne chose pour les citoyens. Donc vous voyez que c'est... malheureusement, on se rend toujours compte des choses, enfin certains, une fois que le mal est fait. Bon, c'est mieux quand on anticipe. Alors le Sénat, en revanche, a ouvert la voie à la privatisation d'Engie. Est-ce que ça vous inquiète ? Évidemment. Qu'est-ce que vous craignez ? Parce que nous considérons que l'énergie, dans sa globalité, doit rester un service public. Je cite souvent, et je vous invite à y aller si vous voulez, la CGT a réquisitionné une ancienne agence EDF à La Courneuve. Il n'y a plus d'agence commerciale EDF en France, c'est Enedis. Eh bien la CGT a réquisitionné un local, a rouvert pour accueillir les usagers. 700 personnes sont venues en moins de 2 mois, parce que ces citoyens, ils ont besoin d'avoir un accès, un contact humain pour leur expliquer, voilà, j'ai ma facture d'EDF qui est à 800 €, si on me prélève ça, je suis à la rue. J'y étais vendredi dernier, enfin il y a 10 jours, une dame sourde et muette était présente, et Enedis, la seule solution c'était d'appeler un répondeur. C'est ça le service public, et donc on a besoin de ça. La deuxième chose, c'est de maîtriser son énergie. Parce que c'est un bien public et un bien commun quand on sait le nombre de précaires énergétiques qu'il y a dans notre pays. Le gouvernement maintient le cap sur les réformes. Est-ce que vous lui demandez de reculer sur la question de l'assurance chômage ? Emmanuel Macron s'était dit favorable à une taxation des contrats courts. Oui. Un CDD sur 3, une journée en 2017. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? C'est marrant, il y a des choses dans son programme qu'il dit j'ai été élu pour ça, et d'autres choses, il a oublié. Le gouvernement veut faire des économies sur les chômeurs. 3 à 4 milliards d'économies. C'est proprement scandaleux. Quand on sait que plus d'un privé d'emploi sur 2 ne touche rien. On les montre du doigt comme des feignants, comme des gens qui sont mieux payés à rien faire qu'à travailler. C'est faux. Et donc, ce qu'il faut, c'est pénaliser les entreprises, notamment les grandes. Donc, taxer les contrats courts ? Oui. Il faut pénaliser les entreprises qui abusent de ces contrats courts, de la précarité, de l'intérim. Une entreprise que je connais bien et qui malheureusement fait l'actualité pas pour de bonnes raisons, s'appelle Renault, a en permanence 10 000 précaires. C'est pas pour remplacer des salariés malades ou des congés maternité. 10 000, c'était pas normal. C'est pas normal. Quand on a en permanence 10 000 intérimaires dans l'entreprise, c'est qu'il y a un problème, et ces entreprises-là, soit elles embauchent,
soit on les fait payer, surtout qu'elles bénéficient d'un certain nombre d'aides publiques, et vous le savez bien, CICE, exonération de cotisations, etc. Puisqu'on vous parlait de Renault, pardon, Renoncini, votre position sur l'affaire Carlos Ghosn, ce qui se passe autour de Carlos Ghosn, on vous a peu entendu. Oui, enfin, j'ai une question à chaque fois que je passe dans les médias, mais... Non, les derniers développements, il y a de nouvelles révélations. Jusqu'à maintenant, Renault n'était pas touché. On a appris hier que finalement, il avait sous peut-être... réserve de présomption d'innocence, évidemment. Mais enfin, ça commence à faire lourd, ce dossier. Monsieur, ça me rappelle ce cycliste qui, à l'insu de son plein gré, ne savait pas que... à l'insu de son plein gré, il a obtenu une salle à Versailles qui coûte 50 000 €, mais il ne savait pas. Mais le bilan, enfin, on parle... mariage, hein. Pour son mariage, oui. Mais on parle d'appartements, etc., etc. C'est-à-dire, et sa retraite. Bon. Mais le fond du problème, c'est que Carlos Ghosn est quelqu'un qui a cassé l'industrie française. Je le répète, quand il est arrivé, 51% des voitures Renault vendues en Europe étaient fabriquées en France. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 16%. Avec des fermetures d'usines, avec les précaires dont je viens de parler, avec 22 000 suppressions d'emplois. C'est ça son bilan. Alors il y a cette petite bulle dans laquelle il vit qui est quand même très dorée, et puis les conséquences industrielles et sociales. Et je pense que là aussi, monsieur le maire qui s'insurge souvent contre la casse industrielle devrait regarder. Je vais vous citer un exemple. Les fonderies du Poitou à Châtellerault. C'était des anciennes filiales Renault. Eh bien, elles ont été vendues et maintenant, tous les 3 ou 4 ans, le repreneur est en dépôt de bilan. C'est le cas aujourd'hui et il passe au tribunal ce matin. Eh bien, Renault, au lieu de récupérer ses fonderies, vient d'acheter une fonderie plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros en Turquie, un pays où, vous savez, les droits de l'homme et les droits syndicaux sont respectés. Voilà, c'est ça la politique de Carlos Ghosn et un gouvernement bienveillant, puisque je vous rappelle que l'État est au capital de Renault. Fine partie, justement, parce que vous parlez de l'industrie, Alstom. Oui, Siemens Alstom, puisque la Commission a rejeté cette semaine le mariage entre l'allemand Siemens et le français Alstom, qui voulait créer un géant européen du ferroviaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la Commission européenne ? On n'a pas changé d'avis, parce qu'à l'époque, on était contre. On était contre parce que c'est moins d'emplois. Parce que, vous voyez... en même temps qu'il y a Alstom et Siemens, il y avait juste avant Alstom et General Electric. C'était la branche Power. Vous avez vu ce qui se passe ? À l'époque, mais on va créer des emplois, 1000 emplois. Résultat, non seulement ils n'en créent pas, mais ils en suppriment. Donc, c'est pas les champions mondiaux, etc., comme on dit un peu trivialement, c'est du pipeau. Vous inquiétez pas de la concurrence à venir, de la concurrence chinoise, de la concurrence canadienne ? Est-ce que ça va pas être néfaste à l'emploi d'Alstom ? Il faut la réguler, la concurrence. Et nous proposons que dans les appels d'offres, parce que Alstom, par exemple, ferroviaire, c'est des marchés publics, c'est de l'argent public. Comment on fait en sorte que on respecte des droits sociaux pour les entreprises qui ont accès à ces appels d'offres ? Je ne pense pas que la Chine soit vertueuse en matière de droits sociaux. Vous voyez ? Donc, quelqu'un qui ne respecte pas ça, eh bien, le marché, on lui dit non, c'est pas vous. Vous voyez ? Merci Philippe Martinez. Merci. Un mot juste, la crise diplomatique entre Rome et Paris. Matteo Salvini qui se dit prêt à rencontrer Emmanuel Macron. Pensez que l'Italie a tort dans cette affaire ? En tout cas, je pense que l'Italie, là aussi, en tout cas la classe politique italienne, le gouvernement italien n'est pas un modèle à suivre. Mais évitons d'agiter des épouvantails parce que le prédécesseur de ceux qui sont au pouvoir en Italie, aujourd'hui, ressemblait fortement, et d'ailleurs on l'a montré comme ça, c'était son modèle, à un certain Emmanuel Macron. Vous vous en souvenez aussi. Merci beaucoup Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui était notre invité politique ce matin. Merci Oriane Mancini, merci Patrice Moyon. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, Philippe Martinez quitte ce plateau. Merci beaucoup d'avoir été notre invité politique. Au revoir, merci, bonne journée. Et font leurs entrées Fabrice Vessard-Redon du groupe EBRA, qui représente le Progrès de Lyon sur ce plateau ce matin, qui était là dans la première partie de l'émission, et également André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, qui nous diffuse dans 200 pays et en 17 langues. Bonjour André, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite ce débrief. Un petit mot quand même sur ce qu'a dit Philippe Martinez sur le fait qu'Emmanuel Macron, hier devant les jeunes, semble focaliser des critiques sur le fait qu'au fond, il est déjà en campagne électorale, André Crétenant. D'une certaine manière, il l'est déjà, il a raison. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir
Philippe Martinez un peu embêté par ce moment. C'est-à-dire Emmanuel Macron a quand même repris l'initiative avec ces débats, d'une part, donc voilà. Et puis d'autre part, il y a la question aussi des syndicats d'une manière plus générale, des corps intermédiaires qui, voilà, dont on n'a pas tellement tenu compte ces derniers mois. Et on sent bien qu'il a un positionnement là où il est pas très, très à l'aise de ce point de vue-là. Parce qu'évidemment, la période que nous vivons montre aussi le problème que les syndicats rencontrent, comment se positionner par rapport au gouvernement, comment se positionner par rapport à ces gilets jaunes. C'est intéressant ce qu'il a dit sur les gilets jaunes, c'est-à-dire au départ, ils n'étaient peut-être pas fréquentables, et il le serait peut-être un peu plus aujourd'hui. Oui, moi, je n'ai pas... C'est pas la première fois qu'il vient sur ce plateau. On a vu évoluer, ça va être la deuxième ou troisième fois. La dernière fois, je crois, on était vus ensemble d'ailleurs. Et je me suis fait cette réflexion en l'écoutant à l'instant, depuis les coulisses. Ça a bougé. Ça a bougé. Et je ne l'ai pas trouvé en grande forme, Philippe Martinez. Je l'ai connu dans une forme plus tonique. Et pour revenir sur l'aspect gilet jaune, ce qui, moi, m'interpelle, c'est qu'il a du mal à répondre aux questions. Il a du mal à répondre aux questions. Ces gilets jaunes, quelque part, ils pourraient constituer un socle nouveau pour la CGT. Il a envie de leur tendre la main, mais il ne peut pas saisir toutes les mains. Mais pourquoi, selon vous? Et bien moi, ça me rappelle une situation qu'on a un petit peu oubliée. Qu'a vécu à sa manière la CGT, qu'a vécu à sa manière l'UMP, c'est à un moment donné des syndicalistes ou des militants politiques qui ont pris la poudre d'escampette pour aller rejoindre les rangs de l'extrême droite, du Front National. À l'époque, on a connu des cas en France où la CGT est obligée de sanctionner des militants CGTistes qui assistaient au meeting du Front National. Et là, il sent bien que face à lui, il a une base qui s'est radicalisée, une base qui pourrait constituer un nouveau souffle pour son mouvement syndical. Ils ne peuvent pas saisir toutes les mains. C'est-à-dire que c'est un assemblage, en fait, ces gilets jaunes. C'est très composite, d'une part. Et d'autre part, c'est une expression directe d'un malaise et d'une colère populaire et qui, évidemment, souvent ne passe pas ni par les partis, d'ailleurs, et ni par les syndicats. On va passer au deuxième sujet, qui est la France, qui rappelle son ambassadeur en Italie. Ce sont des questions que pose une crise sans précédent. C'est d'ailleurs le fait du jour dans les journaux du groupe EBRA. C'est-à-dire du Dauphiné libéré auprès de Lyon, passant par l'Est républicain ce matin. André Crètenand, sans précédent, réellement? Sans précédent. Je crois que la dernière fois que la France a rappelé son ambassadeur, ça devait être dans les années 40. Geste de mauvaise humeur, dit Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes. C'est un geste symbolique très fort. Évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'est-ce qui se passe avec un gouvernement animé par des populistes. Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? Je veux dire, quand ça se passe en Hongrie, quand ça se passe au Brésil, voire aux États-Unis, je veux dire, voilà, on s'en fout un peu. Là, il s'agit de l'Italie. Il s'agit d'un des fondateurs de l'Union européenne, c'est un partenaire, c'est une politique économique, et on se retrouve dans cette situation donc assez extraordinaire, avec évidemment un Di Maio qui essaye, évidemment il faut aussi prendre en compte le contexte italien, il essaye de prendre aussi un peu la lumière, puisque jusqu'à maintenant c'est surtout Salvini qui apparaît. Donc on est instrumentalisé, la France est instrumentalisée dans cette affaire. Fabrice Vessert-Redon, quand même, Matteo Salvini se dit prêt à rencontrer Emmanuel Macron. Il y a eu un petit rétro-pédalage, quoi. On a mis un peu d'eau dans son vin. C'est pas rétro-pédalage, c'est qu'à un moment donné, ils sont quand même tenus de raisonner en homme d'État. Les uns et les autres. Bon, les Italiens, on le sent un petit peu plus chaud que les Français, ça c'est quand même historiquement connu, même si nous sommes des Latins. La diplomatie, ça sert à ça. Le président rappelle son diplomate, voilà, il envoie un signal. Les responsables italiens disent, bon, on peut discuter. C'est aussi une façon de discuter d'égal à égal, de se remettre. Voilà. Je ne suis pas sûr que pour l'instant il y ait des gagnants et des perdants dans cette opération. Il ne faut pas sous-estimer quand même. La photo derrière vous. Il ne faut quand même pas sous-estimer avec les gilets jaunes. Le style. C'est-à-dire la manière de faire de la politique aujourd'hui du gouvernement italien et en particulier de Di Maio et de Salvini. Je veux dire, cette manière de faire, cette manière mais comment le vice-président du Conseil italien peut aller rencontrer des gilets jaunes, la photo est derrière vous, sans prévenir, j'allais dire, il est quand même vice-premier ministre d'Italie, il vient sur le sol français, il rencontre le Quai d'Orsay et pas ou informé de manière officielle. Comment ça se passe? C'est une approche assez curieuse de la souveraineté, il faut reconnaître, une approche assez curieuse de la souveraineté. En l'occurrence, c'est pas l'homme d'État.
C'est plutôt, c'est le chef de parti il est qui est vice-président venu. du Conseil italien, non? Oui, mais il l'a oublié. Il l'a oublié. Il fait exprès de l'oublier, d'une part. Il y a une part de provocation, bien sûr, par rapport à la France. Alors, il peut dire... Par rapport à Emmanuel Macron en particulier. Évidemment. Je ne sais pas si c'est par rapport à la France ou par rapport à Macron. Vous avez raison. C'est par rapport à Emmanuel Macron. Alors, il peut justifier en disant qu'il vient dans le cadre des européennes et il vient plus en tant que chef de parti. En fait, rencontrer les Gilets jaunes avec lesquels, en tout cas ce parti-là, avec lesquels il pourrait travailler au niveau européen. Mais effectivement, c'est des méthodes tout à fait étonnantes, mais encore une fois, qui sont assez révélatrices d'une manière de se comporter en tant que populiste. Je crois, Cyril, qu'ils ont compris que Emmanuel Macron, d'ailleurs, ça n'a été jamais caché, son modèle, dans l'accession au pouvoir, ça a été Matteo Renzi. Oui, qui s'est exprimé d'ailleurs. Absolument. Et aujourd'hui, les populistes italiens savent sur quoi, potentiellement, en France, ils donnent un coup de main à la droite de la droite et aux populistes plus largement, sur quoi peut déboucher l'impasse politique. Oui. Alors, il faut rappeler quand même non mais il est très 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 populaire, Matteo Salvini. J'ai regardé les sondages en Italie, c'est de loin l'homme politique le plus populaire de toute l'Italie. Absolument. Et puis on peut dire aussi que Macron a lancé le match, d'une certaine manière, puisque il a considéré que le débat européen allait se jouer entre progressistes et conservateurs populistes. Donc ça non plus, ça n'a pas plu évidemment aux Italiens, en tout cas à Matteo Salvini. Mais sur le plan politique, je pense effectivement que les choses vont s'arranger. Oui. Il n'y a pas péril en la demeure, mais c'est quand même encore une fois cette manière de se comporter entre deux fondateurs de l'Union européenne qui n'est pas très bonne. La popularité des leaders italiens est une chose. Les Italiens vont aussi attendre des résultats sur la durée. Pour l'instant, il y a quand même un effet un peu. Et l'économie ne se porte pas très bien. Donc officiellement ça va rassurer tout le monde. l'Italie. Oui, absolument. Officiellement rentré en récession. Il y a 2 trimestres de baisse. Donc effectivement, en tout cas techniquement, ils sont en récession. Oui. C'est dans les pages du groupe EBRA, de tous les journaux, les 9 quotidiens régionaux du groupe EBRA. Le fait du jour, c'est la crise entre la France et l'Italie, dont le Progrès de Lyon que vous représentiez ce matin. Dauphiné libéré, on est voisins. Et le Dauphiné libéré. Italien et suisse. Merci. Oui, vous êtes voisin avec l'Italie, là, avec le Dauphiné. Voilà. Fabrice Presser, Redon. Merci André Cattenan, directeur de l'information de TV5 Monde, chaîne partenaire qui nous diffuse dans 200 pays en 17 langues. On passe et on regarde ensemble, si vous le voulez bien, au Zap Matin de Christophe Combarius, qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos ce matin, et puis également dans les émissions politiques et journaux télévisés hier au soir. On regarde ça ensemble, on se retrouve juste après. C'est un nouveau marathon de discussion pour Emmanuel Macron, avec cette fois-ci en face de lui 1000 jeunes de 15 à 25 ans. J'entends dire que la jeunesse ne participerait pas suffisamment à ces débats. Mais ce qu'on va préparer à travers ce débat, ce sera vous. La France de dans 10 ans, dans 20 ans, c'est la vôtre. Faites remonter l'info comme quoi ne plus utiliser les autistes comme insulte. Parce que François Fillon, à un moment, il a utilisé l'autisme en disant « on n'est pas des autistes ». Alors s'il vous plaît, on arrête maintenant. J'aimerais savoir ce que vous pensez du RIC. Avec une réponse en 2 temps d'un président prudent. L'idée que, sur certains sujets, à certains moments, les citoyens puissent s'exprimer plus librement, plus directement, je pense que c'est un besoin de notre société aujourd'hui. Mais il pondère aussitôt. Pourquoi ? Parce que quand les sujets sont difficiles, c'est très dur de les régler par référendum et parfois ça nous déchire. Sur ce cliché, le populiste Luigi Di Maio pose fièrement avec des gilets jaunes. Comble de la provocation, la rencontre a eu lieu en France. L'Europe que votre génération va avoir à vivre, c'est à vous de l'inventer. C'est à vous de la porter. Il faut la changer, il y a des tas de choses qui ne sont pas satisfaisantes. Moi je mène plusieurs combats dans ce sens. Mais dire du jour au lendemain, ça ira beaucoup mieux si on quitte l'Europe, il y a une démonstration qui est faite, ça n'est pas vrai. Symboliquement, Christian Masset, son ambassadeur à Rome, est rappelé en France pour un temps indéterminé. Beaucoup de partis disent « notre allié, c'est l'Allemagne ». Et donc nous devons faire campagne contre la France. C'est une approche très simpliste. Il y a eu de la part d'un membre du gouvernement italien un comportement que nous avons considéré comme inhabituel, inamical
et qui vient après une série de déclarations officielles italiennes dont nous avons du mal à comprendre en quoi elles aident à la relation franco-italienne. J'ai du boulot, j'ai pas de temps à perdre avec Macron. Chacun ses oignons. Les Français ont voté. Je pense qu'ils regrettent maintenant et qu'ils vont le remplacer le plus vite possible. J'ai la petite impression qu'il y a pas mal de problèmes en ce moment en France. Que Macron réponde aux routiers, aux ouvriers, aux agriculteurs, aux étudiants. Chacun ses petits soucis. Aujourd'hui, Emmanuel Macron divise l'Europe, fractionne l'Europe et son comportement très agressif à l'endroit d'un certain nombre de responsables étrangers, je trouve, affaiblit la position de notre pays, quel que soit ce qu'on peut penser des outrances du gouvernement italien. Voilà, dans un instant, c'est la troisième partie de notre émission ce matin avec l'actualité parlementaire. On s'y retrouve dans un instant. À tout de suite.